Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre, comme c'est le rituel chez Stoic, 11h01 pour commencer, mais vous êtes déjà très très nombreux, plus de 200 participants, et on avait quasiment 450 inscrits, donc on va attendre les derniers arrivants, et à 11h01 on commence. Bonjour à tous. Allez, 11h01, nous n'avons qu'une heure ensemble, donc on ne va pas perdre de temps. Merci à tous d'être là, aussi nombreux, pour un webinaire dédié au rapport sur la sinistralité cyber de Stoic en 2024, suite au rapport qu'on a sorti la semaine dernière. Je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui de Vincent, que je vais laisser se présenter avant de reprendre la main. Bonjour, je suis Vincent Guyenne, je suis le directeur cybersécurité de Stoic, donc je chapeaute l'ensemble des activités de sécurité à destination de nos assurés, que ce soit les activités de prévention, également évidemment les activités de réponse aux incidents de sécurité. Et donc moi, Jules, j'étais déjà présent sur un webinaire il y a un mois et demi, donc certains d'entre vous commencent à me connaître. Je suis l'un des associés, fondateurs et dirigeants de Stoic. C'est une entreprise que j'ai lancée il y a un peu plus de 4 ans. On va commencer aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la sinistralité cyber chez les assurés Stoic. Je vais commencer par vous redresser un portrait rapide de Stoic, pas l'activité en détail, mais juste où on en est et quelles sont les avancées de Stoic. Tout au long du webinaire, quand je parle ou quand Vincent parle, n'hésitez pas à nous interrompre à travers des questions, si possible sur l'onglet questions de Livestorm. On essaiera de les prendre au fil de l'eau, ce sera plus vivant et interactif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour ça avec Vincent pendant 1 heure. J'attaque, si vous le voulez bien, par un rapide regard sur Stoic aujourd'hui. L'année 2025 est une année importante pour nous. Donc j'ai initié le projet Stoic début 2021. On s'est lancé avec mes associés officiellement mi-2021. Et 2025 va être l'année où Stoic aura atteint un de ses premiers objectifs, qui est devenir le leader en Europe, je parle de toute l'Europe continentale, de l'assurance cyber pour PME ETI, sur le segment 0 à 1 milliard de chiffre d'affaires. Stoic est déjà le leader aujourd'hui en France, avec le portefeuille qu'on a créé, avec nos partenaires que vous êtes. Et à la fin de l'année, avec entre 45 millions et 50 millions d'euros de primes, on aura le plus gros portefeuille d'assurance cyber en Europe continentale. Donc c'est une année cruciale et qui est le fruit de toutes les avancées qu'on a menées sur ces dernières années, que je vais rebalayer rapidement pour dresser l'état des lieux. Donc Stoic aujourd'hui c'est 80 personnes à peu près, je vais vous expliquer un peu comment on est structuré. À fin 2024, c'était 5000 entreprises assurées et protégées. On a déjà largement dépassé ce seuil depuis le début de l'année 2025. Dans 4 pays, on y reviendra, avec plus de 80 collaborateurs et plus de 1000 courtiers partenaires actifs étant des cabinets de courtage qui ont plus d'un contrat avec nous. Donc ça commence à devenir significatif. On ne travaille pas qu'avec le grand courtage, on travaille aussi avec beaucoup de courtiers en région. Je pense que vous commencez à nous connaître et à connaître vos responsables locaux. Et c'est ce qui fait notre force, ou en tout cas ce sur quoi on veut continuer d'accélérer, de la proximité avec beaucoup de courtiers, d'agents généraux locaux, partout en France, partout en Europe. Et ce chiffre de 1000 est une première barre, mais évidemment, on veut continuer de développer notre portefeuille de partenaires. On a des grands partenaires derrière nous, assureurs, réassureurs, investisseurs, j'y reviendrai, qui nous permettent d'avoir une assise et de pouvoir se projeter dans la durée avec Stoic. L'offre de valeur Stoic n'a pas changé depuis le début. Quand j'ai lancé Stoic, j'avais cette idée de me dire on va créer un produit d'assurance contre les cyberattaques à destination des PME et des ETI, mais notre originalité, c'est qu'on va ajouter à ce produit d'assurance des logiciels et une expertise cyber qu'on va mettre à disposition gratuitement pour nos assurés, dans une logique très simple d'alignement des intérêts. De dire, oui, on vous couvre,
contre les cyberattaques. Donc, vous êtes assuré et c'est nous qui prenons en charge toutes les conséquences juridiques, techniques, financières en cas d'attaque. Mais à partir du moment où on vous couvre, vous n'avez pas plus envie que ça de vous faire attaquer. C'est pas parce que vous êtes assuré que vous voulez vous faire attaquer. Et nous, à partir du moment où on vous couvre, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien pour vous. Votre risque, c'est notre risque. Donc, on va vous mettre à disposition des outils de prévention et une équipe de gestion des incidents de sécurité pour vous, juste dans le seul objectif qu'à la fin, vous souffriez le moins possible des cyberattaques. Et c'est ce à quoi ressemble aujourd'hui notre produit ou notre offre de valeur avec Stoic, une couverture d'assurance souscriptible facilement pour nos courtiers partenaires, à laquelle on joint une plateforme de prévention active, le point 3, des experts dédiés à la gestion de sinistres et notamment à la réponse aux incidents de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une des équipes que pilote Vincent, et la possibilité d'aller plus loin avec des services additionnels de cybersécurité. On est les premiers et les seuls à avoir internalisé tout ça en Europe, et c'est, je pense, ce qui a fait notre force sur ces dernières années. Je vois Eric qui dit qu'il n'a plus le son de mon intervention, mais je pense que les autres, vous m'entendez bien, sinon vous manifesteriez, donc on va partir du principe que je continue ainsi. L'équipe grandit, elle grandit surtout par territoire. C'est-à-dire qu'on a 4 équipes, on va dire aujourd'hui chez Stoic. Une équipe cœur, ce que vous voyez en haut, qui est les fonctions sièges. On a une quarantaine de personnes qui sont des développeurs, des gens en finance, en RH, qui gèrent les opérations, etc. Et des équipes cyber qui travaillent pour tous les pays. Et ensuite, on a des équipes par pays, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en France, qui sont des gestionnaires de sinistres, des souscripteurs, des animateurs de réseau que vous connaissez certainement et qui sont concentrés sur une géographie en particulier. Aujourd'hui, on a 20 personnes à plein temps sur le marché français, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces 20 personnes sont soutenues par tout le back-office derrière, les 40 personnes qui travaillent au siège, et on réplique ce modèle qu'on a eu en France, on le réplique dans d'autres marchés, en Allemagne et en Autriche, sous la direction de Francisca Geyer, et en Espagne, sous la direction de Juan Ramayo, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Le marché français est rentable, on l'a lancé, c'est le premier marché, on s'est lancé début 2022. Le but, c'est que les autres pays atteignent la rentabilité aussi vite qu'on l'a réussi à le faire en France, ou plus vite, et en Allemagne, ça devrait être même encore plus rapide vu le début de croissance qu'on a. Je passe vite pour pas passer trop de temps là-dessus. Je vous ai déjà donné certains éléments de cette slide. Fin 2024, on a atteint plus de 25 millions d'euros de primes, ce qui est très bien, ce qui est un bon début. Et à la fin de 2025, on devrait être entre 45 et 50 millions d'euros de primes. Évidemment, ce qui est important, c'est pour nous de maîtriser le risque. L'ADN de Stoic, c'est pas de faire de la prime à tout prix. C'est évidemment le chiffre de gauche est secondaire par rapport au chiffre de droite dans notre structure. Ce qui est essentiel et ce qu'on regarde toujours, c'est est-ce qu'on maîtrise bien le risque avec notre souscription, avec notre prévention, avec notre gestion des incidents. Est-ce qu'on maîtrise le coût des sinistres et la fréquence et la sévérité des sinistres? On y reviendra plus tard. On sait qu'en cyber, un sinistre peut coûter très cher. Stoic déploie jusqu'à 10 millions d'euros de garantie. Donc, quand on a 45-50 millions d'euros de primes, il suffit de 4-5 sinistres où on prend le plein pour que le ratio S sur P augmente drastiquement. C'est notre travail de maîtriser ça en sélectionnant bien les risques au bon prix, en faisant de la prévention, en gérant bien les incidents. Pour le moment, tout va bien, comme vous pouvez le voir, mais on est sur un risque de sévérité, donc sur lequel il faut rester vigilant tout le temps. Je dis juste un mot de ça, j'en ai déjà un peu parlé. L'idée de Stoic depuis le début, c'est de s'envisager à l'échelle européenne. Aujourd'hui, en France, on a le plus gros portefeuille cyber sur notre segment, devant nos amis américains que vous connaissez, vous travaillez avec certains d'entre eux. On est content d'avoir réussi à créer suffisamment de confiance avec vous, partenaires courtiers et agents, pour pouvoir avoir autant de contrats et autant de clients assurés. Mais on a aussi réussi à répliquer cette approche en Allemagne, d'abord, fin 2023, et puis tout au long de l'année 2024. L'Allemagne, la croissance a été fulgurante parce que notre valeur ajoutée a été perçue très vite par les courtiers distributeurs. Donc, on a réussi à se créer une marque et à créer un portefeuille là-bas. Et du coup, 2024, on s'est répliqué en Autriche en juillet 2024 et en Espagne plus récemment, fin 2024, tout début 2025.
ou de la même manière, les chiffres sont déjà dépassés, que vous voyez, on commence à avoir une vraie traction sur ces deux marchés. Je suis pas du genre à brandir l'arme patriotique facilement, mais c'est une vraie fierté pour Stoic que de construire un leader européen. Et je tiens à le dire parce que c'est vraiment notre engagement, c'est ce qu'on répète à tous nos nouveaux collaborateurs. On veut créer un champion européen contre le risque cyber pour notre tissu économique, PME, ETI, et on pense qu'on a besoin de ce champion européen. Donc, c'est pour ça qu'on s'étend dans d'autres pays en Europe continentale, qu'on ne reste pas qu'en France. C'est pour ça qu'on crée une entreprise multiculturelle avec des gens qui viennent de plein de pays. Parce qu'on pense qu'on a besoin de ce champion pour lutter contre des acteurs tiers. Il y a beaucoup de concurrents américains qui cherchent à faire la même chose que nous. Évidemment, on est interconnecté avec les États-Unis de plein de manières, mais on est convaincu qu'il y a la place et il y a la nécessité de créer ce champion européen. Et aujourd'hui, on est content d'être en bonne passe pour le devenir. J'ajoute deux choses, et je suis évidemment preneur de vos questions ou remarques s'il y en a. Ce qui nous permet de continuer de grandir à vos côtés, c'est d'offrir des capacités élargies. Aujourd'hui, on peut couvrir les entreprises jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec un plafond de garantie maximal de 10 millions d'euros, ce qui souvent est suffisant. Parfois, on peut monter au-dessus avec des partenaires qui viennent se mettre sur les couches en excess, mais essentiellement 10 millions d'euros, ça suffit. Et on a des gros partenaires d'assurance derrière nous, Tokio Marine, Swiss Re, Arch Re, Axeria qui nous soutiennent. Je vois Olivier qui dit: est-ce qu'on a fait de la division via les banquiers en marque blanche? On a un partenariat bancaire sur lequel on a communiqué qui est avec BNP Paribas, qui n'est pas en marque blanche, qui est un partenariat en fait où BNP est un courtier. Ils ont créé un cabinet de courtage en interne, donc ce sont des équipes qui traitent des leads comme un courtier, qui ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que nos autres courtiers partenaires, donc qui font partie des 1000 qu'on a cités. C'est un gros partenaire avec du potentiel, mais il n'y a pas de marque blanche aujourd'hui dans ce que fait Stoic, pas qu'on se l'interdise, a priori, tant qu'on est intermédiaire. La ligne rouge pour Stoic, c'est de faire de la vente directe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on ne fera pas, qu'on a fait en 2022 et qu'on a arrêté tout très, très radicalement. Mais sur les autres canaux de distribution, aujourd'hui, c'est que des cabinets de courtage qui distribuent notre produit ou des agents généraux. Je vous en prie, Olivier. Voilà sur la capacité et sur les investissements, je le dis, évidemment, c'est des questions à double tranchant. Parfois, on nous dit, mais vous êtes financé et donc dépendant de financement extérieur. C'est vrai d'à peu près toutes les entreprises qu'elles dépendent de financement extérieur. Nous, on a la chance d'avoir été soutenus très vite par des très gros acteurs. Et j'ai toujours eu l'approche très conservatrice vis-à-vis de Stoic, conservative, de chercher à avoir beaucoup plus de fonds que je n'en avais besoin. Aujourd'hui, on a dépensé bien moins que la moitié de tout l'argent qu'on a récolté. On a un modèle qui est rentable en France, on a investi encore en Allemagne, en Autriche, en Espagne pour se développer, mais bien moins que ce qu'on a en stock. Donc, on est capable d'absorber beaucoup de croissance et beaucoup de développement. Le cash qu'on a, même si on était très agressif dans nos dépenses sur les 3-4 années à venir, suffirait largement à couvrir ça. Et c'est une chance d'avoir des gens comme des fonds d'investissement comme Andreessen Horowitz, mais aussi des acteurs institutionnels comme Munich Re ou Tokio Marine qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent et qui nous aident à nous développer. Je prends juste la question de Stéphane Villain qui dit: est-ce que Stoic est l'assureur, le preneur de risque ou un courtier spécialisé? On est ce qu'on appelle dans le jargon une agence de souscription spécialisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas assureur, on a créé un produit qui est le nôtre, qu'on a créé toutes pièces, les conditions générales, les conditions de souscription, la gestion de sinistre est à nos mains, et on est allé voir des assureurs qui portent le risque pour nous, mais qui ont accepté que nous ayons une délégation totale dans la souscription, la gestion des sinistres de notre produit, et ces porteurs de risque sont ceux que vous voyez là, en bas de la slide. Nos principaux concurrents, Christian, pour votre question, ce sont les assureurs traditionnels que vous connaissez peut-être, qui font de l'assurance cyber. Il y en a quelques-uns qui ont beaucoup investi sur l'assurance cyber. Je pense à des acteurs américains, surtout Chubb, AIG, Beazley, pour les citer. C'est contre eux quand je dis qu'aujourd'hui Stoic est en passe de devenir le plus gros portefeuille en Europe continentale, on est au coude à coude avec AIG, Chubb, Beazley, en passe de les dépasser à l'échelle européenne. Mais ce sont eux les acteurs contre lesquels
on fait nos preuves et on cherche à faire nos preuves avec toute la valeur ajoutée que j'ai cherché à mettre en avant tout à l'heure. Voilà, 15 minutes pour un petit aperçu de Stoic. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je voulais juste rebalayer ces points. Je reprends peut-être celle de Mouna. Vous avez raison, pardon, Marc-Éric. J'ai dit américain, mais anglo-saxon, on va dire. Mouna, vous dites plafond de garantie de 10 millions d'euros. Comment est-ce qu'on adapte nos critères de sélection et de tarification? Évidemment, on a une plateforme à destination de nos courtiers partenaires. Beaucoup de choses sont automatisées, mais on a des critères de sélection qui sont beaucoup plus durs selon la classe de risque. Ça ne dépend pas que du chiffre d'affaires ou du secteur d'activité, mais en grande partie. Et donc, plus le risque est élevé de notre point de vue, plus on va poser des questions détaillées. C'est le travail de nos souscripteurs, c'est le travail aussi de l'équipe de Vincent qui intervient souvent pour épauler les souscripteurs sur l'évaluation du risque. Et la sélection du risque au bon prix, c'est le premier de nos métiers et principal. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails de tous les critères parce que l'arborescence est complexe, mais une entreprise de 30 millions de chiffre d'affaires dans un secteur à moindre risque de notre point de vue peut souscrire en quelques secondes ou minutes avec Stoic. Une entreprise d'1 milliard de chiffre d'affaires qui veut 10 millions de garantie, ça va être évidemment plus long, même si on est capable de donner une expérience rapide, je pense, par rapport à des concurrents. Envisagez-vous d'ouvrir vos souscriptions aux collectivités locales et centres hospitaliers? C'est une bonne question à laquelle je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce que je ne suis pas moi-même directeur de la souscription de Stoic. Je crois que nous sommes capables de souscrire certaines collectivités locales si le risque est bon. Je crois que nous pouvons couvrir certains centres hospitaliers si le risque est bon, mais je ne veux pas le dire de bêtises. Et je sais que les hôpitaux publics sont aujourd'hui une ligne rouge que notamment Swiss Re, notre réassureur, ne veut pas franchir. À quel point est-ce qu'on peut le franchir ou pas? Je vous laisse vous rapprocher de nos souscripteurs qui ont des compétences que je n'ai pas, j'en suis désolé. Voilà, j'ai balayé quelques questions, on pourra en prendre plein d'autres évidemment, mais j'aimerais laisser du temps pour que Vincent s'exprime et vous explique, pour l'introduire, ce qui fait notre valeur aujourd'hui avec Stoic principalement, c'est qu'on a toute une équipe pilotée par Vincent de gens qui ne sont pas des développeurs informatiques, qui sont des ingénieurs en cybersécurité, c'est-à-dire des gens qui savent prendre en main des cyberattaques d'un point de vue technique et assister nos assurés dès lors qu'ils ont un incident. Ça a une valeur phénoménale pour nous d'avoir cette équipe en interne, à la fois parce que ça rassure le client au moment de la souscription, mais aussi et surtout parce que nous, ça nous permet d'aller plus vite quand il y a un incident et donc d'en maîtriser le coût. Et ça nous donne accès à plein de données sur tous les incidents qu'on gère. On en gère des centaines, on en gère plusieurs par jour aujourd'hui parce qu'on a un gros portefeuille. Plein de données qu'on pense important de pouvoir partager avec vous. Et je vais laisser Vincent vous détailler le rapport qu'on a sorti récemment sur 2024 sur les incidents de sécurité. Merci Jules. Du coup, c'est parti pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de notre webinaire. Effectivement, on va balayer les différentes tendances qu'on a pu observer sur le marché durant l'année 2024. Premier élément, je pense, qui est effectivement très intéressant, c'est cette fréquence des sinistres. Vous avez en bleu le 3,87% qui correspond à la donnée que nous avions l'an dernier, donc il y a 2 ans maintenant, en 2023. Et en 2024, cette même fréquence s'est établie à 4,34%. Donc on voit qu'on est sur une petite augmentation de la fréquence des sinistres déclarés par nos assurés. Légère augmentation, ce qui se traduit pour nous dans les chiffres à avoir pas mal d'incidents qui vont être assez liés finalement au même type de statistiques que l'année précédente. Il y a des éléments qui varient et c'est ça qui va nous intéresser et on va vous présenter plutôt ces éléments qui varient. Pour tous les éléments qui sont assez communs à ce que l'on avait déjà vu avant, je vous redirigerai vers le rapport papier et on ne va pas forcément rentrer plus dans le détail sur ces éléments-là aujourd'hui. Donc on va vraiment faire un focus sur tout ce qui est différent finalement des années précédentes. Élément également intéressant et important à garder en tête, cette fréquence de sinistres qui augmente légèrement, pour nous, c'est également une énorme augmentation en termes de volume d'incidents. Pas du coup lié à la fréquence, comme vous pouvez le voir, mais plutôt lié à l'augmentation de notre portefeuille assuré. Globalement, si je donne d'autres types de chiffres là-dessus, on est à un peu plus de 300 incidents qui ont été gérés sur l'année 2024. Ce qui est du coup extrêmement impactant, extrêmement important. Et si on regarde un petit peu le début d'année 2025,
le volume est également extrêmement important. On est à quasiment, on va dire, 3 mois depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2025, et on est déjà à un peu plus de la moitié en termes de volume d'incidents de ce qui a été traité l'année dernière. Donc on voit clairement, en termes de tendance, une forte accélération du nombre de sinistres. Si on regarde un petit peu plus précisément du coup sur les différents types de sinistres, alors avant de rentrer dans les chiffres en eux-mêmes, juste vous donner les quelques petites définitions, en tout cas quelques précisions sur ces définitions-là. En haut à gauche, je commence par la partie ransomware. Je pense que c'est peut-être celui qui va être le plus clair pour tout le monde. Une attaque par ransomware, un sinistre déclaré par un assuré de type ransomware, c'est du coup le chiffrement des données, le blocage des systèmes informatiques de nos assurés. Sachant que le système informatique peut être évidemment celui directement utilisé, manipulé, géré par l'assuré, mais ça peut être également quelque part sur sa chaîne d'approvisionnement, sur ce qu'on va appeler sa supply chain, un fournisseur qui l'utilise, qui peut être lui-même chiffré, et on va voir par la suite que ça a des impacts également évidemment sur nos assurés. Ça, c'est la catégorie ransomware en haut à gauche, qui se couple de plus en plus désormais de ce qu'on va appeler le vol de données, c'est-à-dire que l'attaquant non seulement va bloquer les systèmes des assurés, mais en plus, il va leur voler leurs données et leur exiger une rançon pour empêcher, on va dire, la publication des données qu'ils ont pu voler. Et on a pu constater, et j'y reviendrai quand on fera un petit focus sur le ransomware, on a pu constater également des éléments très intéressants dans l'évolution de ces rançons-là, à la fois en termes de chiffres, de montants de rançon, mais également sur les méthodologies de rançon, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les attaquants s'adressaient aux victimes directes, donc à l'organisation qui a subi l'attaque par ransomware. Eh bien, désormais, on voit certains groupes qui vont essayer d'identifier les clients ou les partenaires de la victime initiale, et le groupe qui a fait le ransomware, le groupe attaquant, va également prendre contact avec les clients et les partenaires pour leur exiger également une rançon, sans quoi leurs données seraient publiées. Donc, on voit quelques évolutions également là-dessus, mais j'y reviendrai par la suite. Vincent, je t'interromps juste pour prendre la question qui est importante de Grégoire sur qu'entend-on par fréquence de sinistre, quel est le ratio sous-jacent? Peut-être que si j'essaye de donner ma formule, c'est sur 100 assurés pendant un an de contrat, donc 12 mois, on va dire du 1er janvier au 31 décembre, sur 100 assurés en moyenne, on va subir 4,30, on va voir 4,34 incidents, dont 0,75 ransomware. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc c'est la fréquence sur 12 mois de survenue d'un incident pour un assuré, mais donc pour un assuré sur la totalité des 12 mois. Quoi. Et donc en termes effectivement de statistiques, on a noté, donc ce que l'on voit en haut à gauche, une petite diminution de la fréquence des sinistres de type ransomware sur l'année qui vient de s'écouler. Donc en 2024, on a eu un petit peu moins de fréquence de ransomware. Je vous l'expliquerai par la suite également. Deuxième type de sinistre, la fraude. La fraude, elle est un peu au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va être typiquement des cas de faux ordres de virement, à savoir un individu tiers malveillant qui va se positionner dans une conversation email et dire je change les coordonnées bancaires au lieu de payer sur tel RIB, payer plutôt sur tel RIB, etc. Ça va être considéré comme de la fraude. De la même manière, la fameuse du coup fraude au président, le fait de se faire passer pour Jules, par exemple, et de demander à notre service financier d'effectuer certains virements vers des nouveaux faux partenaires, faux clients, etc., va être inclus dans la fraude. Donc, petit élément ici, on voit une petite augmentation des sinistres type fraude sur l'année qui s'est écoulée. Pour autant, et si on bascule sur la petite statistique en haut à droite, on va parler des compromissions de messagerie. Et là, pour le coup, on voit une petite diminution. Donc, quand on parle évidemment de compromission de messagerie, c'est une boîte email, donc une boîte Microsoft 365, Google Workspace, Exchange, Lotus Notes, bref, peu importe la solution de messagerie que vous utilisez, ça veut dire qu'un de vos comptes a été compromis. C'est ça ce qu'on va appeler par un sinistre du type compromission de messagerie. On reviendra sur les impacts potentiels par la suite. Et là, on voit une petite diminution. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, on a plutôt en réalité quelque chose qui est assez équivalent à ce que l'on avait l'année dernière quand on va prendre les 2 statistiques de fraude et de compromission de messagerie ensemble. Tout simplement parce que, bien souvent, la fraude va être effectuée par email et donc s'il y a une compromission de messagerie, dans le cadre d'une fraude, nous, on va la considérer dans la catégorie fraude et pas dans la catégorie compromission de messagerie. Donc, c'est pour ça qu'on a cet équilibre-là entre les deux. Donc, une compromission de messagerie, pour nous, ça veut bien dire qu'il y a la compromission, mais sans un impact de fraude par la suite. Voilà, petite subtilité ici. Ensuite, si on part sur le petit schéma en bas à gauche, les sinistres de type compromission d'un actif interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un poste de travail ou qu'on a un serveur qui va être compromis en interne, ça sur le système d'information de l'assuré. Donc là, on voit qu'on a une augmentation assez drastique de 0,27% à 0,8%. Ça va s'expliquer plusieurs angles différents. Déjà, l'évolution de la cybercriminalité avec de plus en plus de compromission de postes de travail des collaborateurs pour leur voler des données. Alors, vous avez peut-être tous en tête le cas classique du phishing qui permet de voler des données, notamment de voler les mots de passe des utilisateurs. Mais il y a une menace qui est extrêmement importante depuis quelque temps maintenant, qui s'appelle l'infostealer. L'infostealer, c'est un malware, donc c'est un virus qui va venir s'exécuter sur les postes de travail des utilisateurs et leur voler leurs secrets. Par secret, ça veut dire les mots de passe, évidemment. Ça veut dire les gestionnaires de mots de passe quand il y en a. Ça peut être des certificats, ça peut être des cookies de session, ça peut être plein de choses différentes, plutôt techniques, qui permettent à un attaquant ensuite de pouvoir se connecter à la place d'un utilisateur légitime, donc d'usurper son compte. Donc, première explication de cette augmentation assez drastique du nombre d'actifs internes compromis, c'est cette explosion des infostealers sur l'année qui s'est écoulée. Deuxième explication, et là elle est plutôt de notre côté, c'est-à-dire que nous sommes dotés depuis la mi-année 2024 de capacités de surveillance et de détection des menaces sur les systèmes d'information de nos assurés. Donc nous proposons désormais un service d'EDR managé, c'est-à-dire qu'on déploie une solution de sécurité sur les postes de travail et sur les serveurs de nos assurés, et nous sommes en capacité de détecter du coup des comportements suspects, des comportements malveillants et donc des attaques sur ces équipements-là. Donc c'est également, évidemment, du coup, en ayant une meilleure capacité de détection, on a forcément plus de sinistres par la suite. C'est ce qui explique cette augmentation de 0,27 à 0,8%. Ensuite, sur le petit graphe en bas au milieu, on va parler d'actifs exposés sur Internet. Les actifs exposés sur Internet, là-dessus, on est du coup sur des serveurs web, mais également sur tout ce qui va être cloud. Donc tous ces éléments-là, ce sont ce qu'on va considérer comme étant les actifs exposés sur Internet, joignables par n'importe qui présent sur Internet. Et là, pareil, on a une augmentation assez importante de 0,18 à 0,4% en termes de fréquence de sinistre sur ce type de sinistre-là, qui va s'expliquer également du fait qu'on a de plus en plus de vulnérabilités qui ont été publiées l'année dernière. Alors, si je prends quelques petits éléments là-dessus, l'an dernier, on a battu le record au niveau monde, on a battu le record du nombre de nouvelles vulnérabilités exploitées par des cybercriminels. Bien souvent, ces vulnérabilités exploitées sont exploitées depuis Internet, donc sur des actifs exposés sur Internet. D'où cette augmentation assez importante de 0,18 à 0,4 que l'on constate également. Vincent, oui. Je t'interromps, merci pour toutes ces définitions. Par plusieurs questions intéressantes, je vais te laisser la troisième qui est celle d'Étienne. Avant ça, Olivier demande quand est-ce que la garantie fraude se déclenche. Non, pas uniquement quand il y a attaque cyber, la garantie peut être déclenchée aussi, et c'est un nouveau déclencheur chez Stoic, en cas de fraude au président sans intrusion dans le système informatique. La plupart des assureurs aujourd'hui cyber couvrent ces incidents qui ne sont pas seulement consécutifs à une intrusion. Ça représente une partie des fraudes qu'on voit. Vincent en parlera plus tard sur la fraude. Oui. Deux autres questions. L'une de Roger sur le coût. Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher ?
Deux choses. Évidemment, les deux premiers incidents dont parle, enfin, types de sinistres dont parle Vincent sont ceux qui nous coûtent le plus cher. La fraude, non pas parce que les montants des fraudes sont élevés, mais parce qu'en fréquence, on voit de plus en plus de fraudes, comme le montre le chiffre, qu'on a beaucoup de fraudes entre 10, 50, 100 000 euros. Nous, on peut couvrir jusqu'à 150 000 euros de fraude maximum. Et donc, la fraude représente un poste de coût significatif pour Stoic, qu'on dédommage très fréquemment des entreprises qui ont subi une fraude. Mais en termes d'intensité de coût, ce qui peut nous coûter le plus cher, c'est la perte d'exploitation qui résulte d'un ransomware. On va y revenir plus tard aussi, mais quand un ransomware est efficace et qu'il est difficile de faire repartir l'entreprise malgré le ransomware, on a des jours d'interruption du système que Stoic indemnise. On a eu plusieurs fois des sinistres à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros qu'on a dû indemniser en 2024 suite à des ransomware qui ont chiffré les sauvegardes, par exemple, et donc on n'a pas pu faire repartir l'entreprise assez vite, et la perte d'exploitation s'est chiffrée très vite de manière élevée. Et c'est ça qui nous coûte le plus cher et de loin, mais c'est notre métier et c'est notre engagement que de payer ces entreprises le plus vite possible. Donc on le fait et on le fait. Je dirais, j'allais pas dire avec plaisir, mais on le fait, ça fait partie de notre métier et fréquemment parce que malgré tout ce qui est mis en place ou toutes les tentatives de prévention qu'on a beau mettre en place, parfois certaines entreprises ont des sauvegardes qui ne sont pas assez sécurisées et donc des ransomware qui ont un impact qui est très fort. Stéphane demande la proportion d'entreprises attaquées qui ont des défaillances financières ensuite, redressement, liquidation. Je pense qu'on n'a pas eu d'histoire jusqu'ici, Vincent, d'entreprise qui a dû déposer le bilan suite à une cyberattaque. Parmi nos assurés, ça n'a pas dû arriver. Non, tout à fait. Et je te laisse prendre la question d'Étienne qui dit: est-ce que vous avez déjà vu des cas d'entreprises touchées plusieurs fois dans une même année? J'ai répondu que oui, malheureusement. Il me semble qu'on a eu au moins un cas qui me vient en tête. Tout à fait. On a eu même plusieurs cas. Il y en a un assez fort, étant donné que c'était du ransomware qui est revenu plusieurs fois. Par le plusieurs fois, en revanche, pas sur les mêmes périmètres. C'est-à-dire que j'ai plus les dates exactes, mais mars-avril de l'an dernier, on a eu un premier événement de cybersécurité où un ransomware a été déployé sur un périmètre donné de l'organisation, pas sur l'ensemble de l'organisation, mais sur un périmètre très spécifique. Nous sommes intervenus du coup sur ce périmètre-là, nous l'avons mis sous contrôle, on a fait les activités d'investigation, de remédiation, on a relancé l'activité métier qui pouvait être derrière ce périmètre technique-là. Et on n'avait pas d'action directe sur le reste du système d'information. Pour autant, notre plan d'action proposé à l'assuré portait aussi sur les autres briques. Il avait démarré du coup ses actions de mise sous sécurité des autres briques de son système d'information. Malheureusement, ce n'a pas été suffisamment rapide. Et du coup, quelques mois plus tard, durant le dernier trimestre de l'année, ils ont à nouveau été victimes d'une attaque par ransomware. Le périmètre qui avait été touché en mars ne l'a pas été pendant la deuxième attaque. Par contre, une grosse partie du reste du système d'information, malheureusement, a été impacté. Donc, ce type de situation-là, malheureusement, ça arrive. Et on a quelques assurés qui, presque tous les mois, vont nous appeler pour nous déclarer un nouveau sinistre sur un périmètre nouveau, lorsqu'on est plutôt sur de la compromission d'actifs, ou alors sur des boîtes mail de différents collaborateurs lorsqu'on est plutôt sur des compromissions de messagerie ou des fraudes. Et donc oui, malheureusement, ça arrive d'avoir des assurés qui sont plusieurs fois touchés, soit par une même typologie d'attaque, soit par différentes typologies d'attaques pendant l'année. Je te laisse reprendre le fil, Vincent. Juste, Loïc demande quel est le délai moyen d'intervention. On y vient dans quelques minutes quand on parle des ransomware et de la durée moyenne de remise en état à chaque fois pour les ransomware. On a quelques graphes là-dessus. Tout à fait. Et juste pour terminer très rapidement sur cette répartition des sinistres, tout en bas à droite, vous avez donc les autres types de sinistres. J'en ai évoqué un, typiquement le phishing fait partie des autres types de sinistres, qui est assez faible, à 0,3%, comme vous pouvez voir, que ça représente une certaine activité chez nous, mais voilà, c'est pas non plus le plus gros de l'activité. Je mettrai également dedans tout ce qui peut être déni de service. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, déni de service ou DDoS. Grosso modo, ce sont des attaques visant à rendre indisponible de manière temporaire plutôt des sites web de nos assurés. Donc ça arrive de temps en temps, mais l'intensité est relativement faible et surtout ça ne dure pas. C'est l'affaire de quelques minutes, quelques heures dans les pires cas.
Vous l'avez certainement vu également cette année, elle était quand même assez marquée par le potentiel systémique du risque cyber. On l'a vu au travers de l'incident CrowdStrike. CrowdStrike est un éditeur de logiciels de sécurité plutôt pour les endpoints, les postes de travail, les serveurs, qui se diversifient également sur des environnements cloud. Il s'est passé un incident en juillet 2024 chez CrowdStrike. Entre CrowdStrike et Microsoft, il y a eu un bug. Et ce bug, qui n'était pas du coup une cyberattaque, j'insiste dessus, ce n'était pas une attaque, mais ce bug a généré un impact extrêmement important sur énormément d'organisations un peu partout dans le monde, avec de l'indisponibilité de certains transporteurs type train, avion, aéroport, etc., qui étaient impactés assez fortement, assez durement. Et donc, on voit bien que lorsqu'on utilise une même technologie, si cette technologie-là, malheureusement, est impactée par l'attaque, et ben derrière, c'est énormément de victimes différentes. Même si là, c'était une attaque, un bug, on a énormément du coup d'impact et d'organisations impactées différentes un peu partout dans le monde. Cas numéro 2, le cyberattaque Accido. Vous avez peut-être entendu parler, mais en juin 2024, Accido a subi une attaque par ransomware. Accido fournit des services numériques à différents types d'organisations et Accido, malheureusement, a été victime d'une attaque. Pendant la gestion de crise, du coup, liée à cette attaque-là, ils ont pris la décision de couper l'ensemble de leur système d'information. Quand on dit couper le système d'information, ça veut dire qu'ils se sont isolés et ils ont coupé tous les liens réseau, toutes les connexions réseau qu'ils pouvaient avoir avec leurs partenaires et avec leurs clients. Ce qui a évidemment pour effet de rendre indisponible l'ensemble des services qu'ils mettent à disposition et donc que leurs clients ou partenaires peuvent consommer. Vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir parce que ce n'est pas du coup une organisation victime, mais derrière, ce sont tous les clients et tous les partenaires de cette organisation qui tombent, qui ne sont plus en capacité de travailler. Bien sûr, tout dépend du coup du niveau d'adhérence qu'il peut y avoir, de dépendance qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce fournisseur-là. Nous n'étions pas l'assureur d'Accido. En revanche, nous assurions, on continue à assurer différents clients d'Accido et on a pu voir des impacts d'ampleur très variée. Pour certains, ce n'était que on va dire un petit service qui était délégué à Accido. Pour d'autres, c'était leur ERP qui était carrément géré et hébergé par Accido. Donc ça devient déjà un impact un peu plus important. Et pour d'autres, c'était l'ensemble du système d'information qui était géré et qui passait par Accido. Dans ce dernier cas, on est allé jusqu'à aller amener du matériel, des ordinateurs, des imprimantes, des scanners, directement au sein des locaux de la victime. On a refait son réseau, on a reparamétré tous ses postes de travail pour qu'il puisse travailler le temps qu'Accido se remette sur pied. Vincent, on fait une petite pause. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions, donc il ne nous reste que 22 minutes, on va devoir aller vite. Ouais. Plusieurs questions. Celle de Valérie d'abord. Est-ce qu'on fait appel à des prestataires externes pour le forensic PMO ou est-ce qu'on gère tout en interne? Je te laisse répondre. Non, on gère tout en interne. Notre équipe est suffisamment dimensionnée pour pouvoir traiter l'ensemble des incidents que l'on gère. On peut être amené à intervenir sur plusieurs cas de ransomware. On en a eu dans l'année plusieurs cas de ransomware en parallèle. On a réussi à les gérer avec notre équipe interne uniquement. En revanche, si on se trouve dans une situation où on a absolument besoin d'appeler des renforts, on fait partie d'associations, notamment l'Intercert France, qui est un regroupement d'équipes de réponse à incidents, d'experts forensiques, de PMO, etc., de crise, que l'on peut solliciter, que l'on peut mobiliser pour venir nous prêter main forte. Donc, si on en a besoin, on sait très clairement vers qui aller. En revanche, jusqu'à maintenant, nous n'en avons pas eu besoin. Merci. Je prends la question de Mouna qui dit est-ce que il y a d'autres domaines que dans l'IT et le conseil qu'on voit une vraie montée du risque cyber et les PME sont-elles vraiment prêtes à s'assurer? Je peux répondre en 2 mots, Mouna. On a des sinistres sur tout type de PME, de tout type de secteur, industriel, grossiste, retail, mais vraiment de plein de secteurs d'activités différents. Et bon, puisqu'on commence à avoir maintenant un peu plus de 6000 assurés en portefeuille, je peux vous dire que l'IT et le conseil, c'est une petite minorité de notre portefeuille. Et donc la réponse est oui. On sent une appétence des PME à s'assurer dans la mesure où
elles sont bien accompagnées par leurs courtiers partenaires. À chaque fois, c'est pas nous qui leur parlons en direct, et le fait qu'elles s'assurent ou non dépend de la capacité de leur courtier partenaire à bien leur expliquer le risque. On est là pour aider, mais c'est là que réside le vrai challenge. La question de Benoît dit: proposez-vous des tarifs partenaires? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. On a des courtiers partenaires qui distribuent notre produit et qu'on rémunère évidemment dès lors que le produit est distribué. Ensuite, on n'a pas d'autres partenariats que de ceux avec les courtiers et avec nos assureurs. Mais on peut en parler en parallèle, Thomas, pour que vous puissiez être plus spécifique sur la question. Et Étienne demande: dans le cas d'Axido, avez-vous fait un recours contre Axido? Est-ce que tu as la réponse, Vincent? Je ne sais pas si on a le droit de la communiquer, la réponse. Ok, tu as raison. Les spécialistes avaient prévu une croissance très importante des attaques pendant les JO. Est-ce que tu peux parler de ça en 2 mots? Ouais, tout à fait. Effectivement, on s'attendait à avoir énormément d'attaques pendant les Jeux. Donc, d'énormes efforts ont été faits en prévention de tout ça. Donc, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de moyens également qui ont été mis en œuvre par pas mal d'organisations et leurs sous-traitants pour se sécuriser en vue des Jeux. Pendant les Jeux, l'activité a été extrêmement calme. Ça a été tellement calme, je ne veux pas dire qu'on s'est tourné les pouces, on a toujours des choses à faire, mais presque. J'avais demandé typiquement à mon équipe de rester disponible, de ne pas prendre de congé sur la période de la double quinzaine des Jeux. Eh bien, tout le monde était là, et donc du coup, on a pu avancer sur d'autres sujets que de la réponse à incident, parce qu'on a eu assez peu d'incidents effectivement à traiter. En revanche, et ça, c'est ce que nous, on avait anticipé, c'est que pendant les Jeux, il y allait avoir du vol de données. Et ça me paraissait sûr et certain que les phishing qui allaient être réalisés pendant les Jeux, avec les modèles, avec les couleurs des jeux, avec les templates des jeux, etc., ça allait avoir un impact par la suite. Et donc, c'est ce que l'on a constaté. Pendant les Jeux, assez peu d'attaques impactantes, mais du vol de données. Vol de données, typiquement, des identifiants des mots de passe, qui ensuite ont servi à mener des attaques pendant le dernier trimestre de l'année. Et clairement, on a une explosion du nombre d'attaques sur le dernier trimestre de l'année. Donc, il y a eu un début d'année relativement calme. On était à entre 15 à 20 incidents par mois, donc à peu près un incident par jour pour, on va dire, les 8 premiers mois de l'année, voire 7 premiers mois de l'année. Pendant les Jeux, c'est même descendu un petit peu. Par contre, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, ça n'a fait que grossir. On a eu des mois à 40-45 incidents sur le même mois. Donc, je prends juste la question d'Étienne et ensuite on avance un peu sur CrowdStrike. Oui, notre définition du système informatique est ainsi faite qu'on a couvert ou on aurait couvert les événements consécutifs à l'événement CrowdStrike parce que cette définition inclut les services cloud exploités par l'assuré ou par un prestataire extérieur. Donc ça aurait été le trigger erreur humaine qui aurait été déclenché pour couvrir l'événement CrowdStrike, Étienne. Je te laisse avancer, Vincent. Je vais essayer de filtrer un peu les questions, juste si on peut aller sur les points sur la fraude effectivement, on a déjà évoqué quelques éléments là, du coup, sur l'impact des Jeux. Petit élément tout de même, pourquoi est-ce que le début d'année était relativement calme, notamment en matière de ransomware? Tout simplement parce que en fin d'année 2023 et début d'année 2024, un grand groupe de cybercriminels a été en partie démantelé. En tout cas, leurs infrastructures techniques opérationnelles ont été en partie démantelées par les forces de l'ordre. C'est le groupe qui s'appelait Logbit. Et suite à ça, on a vu clairement que l'activité cybercriminelle était plutôt ralentie. Par la suite, une réorganisation des attaquants, de certains groupes d'attaquants. Et là, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, du coup, une réaugmentation des attaques plutôt sur la fin d'année. En termes de distribution des différents sinistres, je vais prendre les deux en haut à gauche, comme je vous l'ai dit, compromission de messagerie et fraude, qui sont assez liés en termes techniques. Ça représente quasiment 50%, un peu plus de 50% des sinistres que nous avons eu à gérer. Les ransomware, 12,4%, les compromissions d'actifs internes, 18% et externes, 9%. Donc, on voit un petit peu la répartition par type de sinistre. Je vous expliquais les types de sinistres qu'il y avait derrière, donc je ne veux pas rentrer plus dans le détail. Simplement, ce qu'a évoqué Jules tout à l'heure en termes d'impact financier, vous voyez, la fraude est très fréquente, mais sur des montants
relativement faible comparé aux ransomware qui sont un peu moins fréquents, 12% tout de même, mais un petit peu moins fréquents. Mais dès qu'on en a, on est sur des volumes et des montants beaucoup plus importants. Donc ransomware, on en a déjà pas mal parlé. Là où je veux faire le focus, c'est sur la durée de réponse à un incident par ransomware. C'était notamment une des questions. Élément que je trouve très intéressant, vous avez sur le schéma qui est indiqué en figure 2, la répartition des incidents selon la durée. Donc 22% des sinistres ransomware ont été traités en moins de 12 heures, 52% en moins d'une semaine et 26% en plus d'une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est très rapide sur certains cas, les 22%, les 22 premiers pourcents. Moins de 12 heures, c'est vraiment extrêmement efficace. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à être aussi efficace? Tout simplement parce que nos assurés, j'ai envie de dire, respectent nos conditions générales, à savoir, ils disposent de sauvegardes de qualité. Une sauvegarde de qualité, c'est le fait d'avoir des sauvegardes dites immuables, donc qui ne sont pas modifiables par l'attaquant notamment. Et des sauvegardes qui sont, ou de disposer d'une copie déconnectée, c'est-à-dire hors réseau de ces sauvegardes. Quand on dispose de ces éléments-là, on arrive à très rapidement relancer le système d'information. Également, on arrive à très vite faire l'investigation et bloquer les potentielles résurgences de l'attaque. Ensuite, sur les 52% sous une semaine, on voit qu'on a 30% d'entre eux qui disposaient de sauvegardes correctes. Donc sur les 70% restants, on travaille avec des moyens de récupérer les données. Et bien souvent, c'est juste qu'on n'a pas les 100% des données. On est plutôt sur 70-80% de données qui sont restaurables. Et le reste, c'est ce qu'on va aller essayer de rechercher. Donc c'est pour ça qu'on met un peu plus de temps dans ces cas-là. Et bien sûr, on est aussi sur des systèmes d'information qui sont bien souvent un peu plus complexes que ceux pour lesquels on fait le traitement en moins de 12 heures. Et enfin, pour les systèmes d'information encore plus complexes ou pour les assurés qui malheureusement n'ont pas mis en place les bonnes mesures de sécurisation de leur sauvegarde, c'est là où on va dépasser la semaine. Et dans ces situations-là, on est en moyenne à 2 semaines pour relancer l'activité, au moins 80% de l'activité. Et les quelques quelques jours nécessaires en plus pour réaliser une vraie sécurisation du système d'information et éviter que l'attaquant puisse revenir. Donc c'est ça les petits deltas que l'on va avoir. Point important également, quand on a un EDR qui est déployé sur les systèmes d'information, on ne constate pas à ce jour, en tout cas, de sinistres ransomware. On pourra y revenir si jamais vous avez des questions là-dessus plus tard. Je me permets, si tu veux revenir sur la slide d'avant, Vincent, d'insister sur le petit encadré en bas à gauche, qui est quelque chose que Stoic a rajouté à ses conditions de garantie en cours d'année 2024, qui est que notre assistance est garantie. Ce que ça veut dire, c'est que il arrive souvent, il vous est peut-être arrivé à certains de vos assurés, qu'en cas de cyberattaque, ils appellent la hotline d'urgence. Alors, les autres assureurs externalisent cette prestation. Nous, c'est nos équipes qui décrochent. Et que la prestation d'assistance technique soit menée sans que l'assuré ne sache s'il sera couvert in fine ou pas. S'il n'a pas coché une des conditions de garantie, par exemple, l'assureur peut être en droit de dire on ne prend pas en charge cette investigation qui peut coûter quelques dizaines de milliers d'euros. On ne la prend pas en charge parce que vous n'aviez pas coché telle ou telle case des conditions de garantie. Notre intention avec Stoic, c'est vraiment toujours de retirer le doute à l'assuré, de sorte à ce qu'il n'hésite pas à appeler s'il a un doute. Et qu'il appelle, même s'il se dit ça va peut-être pas être couvert, je n'ai peut-être pas respecté mes conditions sur les sauvegardes ou autres, qu'il n'hésite pas à appeler en se disant que ça va lui coûter de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir intervenir plus vite et éviter ensuite un coût plus fort de l'incident. Donc Stoic a pris l'engagement de couvrir, quoi qu'il arrive, quel que soit le respect ou non des conditions de garantie, la partie assistance technique de son intervention, et donc d'aller jusqu'au bout de la remise en état du système informatique, même si l'entreprise in fine n'est pas assurée, ça ne lui sera pas facturé. Tout à fait. Hop. J'avance rapidement sur le côté fraude. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on constate 3 modes différents, 3 situations différentes. L'une où l'assuré lui-même a été compromis. Une autre situation où l'assuré n'est pas compromis, mais c'est son partenaire ou son client qui a été compromis. Et enfin, un troisième cas où personne n'a été compromis. Je vous laisse constater les statistiques dessus. Simplement, petit élément sur le personne n'a été compromis. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tout simplement, on a des cas
où un attaquant va appeler une organisation et lui dire, et se faire passer pour un service de recouvrement. Il veut dire, bah, écoutez, dites-moi quelles sont vos factures impayées, transmettez-les-moi, et je vais me charger de récupérer les fonds pour vous, modulo quelques pourcentages sur la facture, sur l'impayé. Ben malheureusement, on a plusieurs personnes, plusieurs organisations qui se font piéger dans ce type de situation-là, qui donnent leurs factures, qui donnent les emails échangés avec leurs partenaires, avec leurs clients, et ce faux tiers qui se crée récupère ces informations-là, change les informations bancaires, s'introduit dans les échanges avec les partenaires et avec les clients, et arrive à récupérer des fonds. Grosso modo, sur les cas de fraude, ceux dont je viens de parler, mais tous les autres également, on est en moyenne à 55 000 euros de cas de fraude, et avec une médiane à 15 700. Secteur très visé sur ces sujets-là de fraude globalement, secteur de l'hôtellerie et secteur du commerce de gros. Commerce de gros, c'est assez évident, ils manipulent énormément de factures au quotidien, donc il y a un volume et une capacité d'interception et de modification assez forte. Secteur de l'hôtellerie, on a vu beaucoup de compromissions de comptes booking d'hôtels, avec du coup des modifications de coordonnées bancaires par la suite, et donc les clients payés à Booking et Booking payés à l'attaquant. J'avance très vite dessus. Compromission. Juste, pardon, je prends la question de Loïc en aparté sur EDR, MDR. Je la garde s'il nous reste quelques minutes à la fin. On va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on a fait des webinaires dédiés. Mais à la question sur est-ce que notre intervention est plus efficace pour un assuré qui a mis en place des EDR managés avec Stoic ou non, la réponse est un grand oui. Et je laisse Vincent l'expliquer en un mot parce que c'est important à comprendre. En fait, clairement, entre déjà ceux qui ne sont pas managés, donc en fait, déployer un EDR, c'est très bien, ça sécurise un peu le système d'information. En revanche, l'EDR lève énormément d'alertes. Donc, si on n'est pas en train de regarder les alertes qui sont levées, bah, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, l'EDR peut être managé. En fonction de la solution déjà d'EDR en tant que telle, on voit qu'il y a des qualités qui sont extrêmement variables. Certains qui sont vraiment en capacité de détecter des choses très pertinentes. Les CrowdStrike, les SentinelOne arrivent à très bien détecter les menaces. Par contre, potentiellement, l'équipe qui est en train de gérer les incidents ou qui traite les alertes peut ne pas être suffisamment bien formée ou pas suffisamment bien dimensionnée pour traiter ces alertes-là. Et on voit clairement des cas en défaut chez certains de nos assurés qui partent avec des MSSP tiers, malheureusement. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On essaye d'améliorer à la fois le marché et à la fois, du coup, les capacités qui sont offertes à nos assurés. Effectivement, on a un webinaire plusieurs webinaires qui ont déjà été organisés là-dessus. Je vous encourage à regarder les vidéos ou à reprendre contact avec nous pour pouvoir en discuter par la suite. J'avance assez rapidement en termes de compromission, pas que de boîte mail. Là, je vais prendre la figure 3, porte sur l'ensemble des sinistres que l'on a eu à gérer. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a 30% de compromission via un canal technique, 70% via un canal humain. Canal humain, ça veut dire l'intervention d'un humain. Par exemple, un phishing, un infostealer, du social engineering, peu importe. Il y a un canal humain et une action humaine qui est nécessaire. Là où le canal technique, c'est purement technique. L'attaquant arrive à exploiter une vulnérabilité, typiquement sur un équipement exposé. Cette statistique, elle est très intéressante pour nous quand on la compare notamment à d'autres stats. La plupart du marché va être plutôt sur du 50-50. 50% technique, 50% humain. Pourquoi est-ce que nous, on a cette différence-là, à avoir moins finalement de proportion côté compromission technique? Nous, on l'explique très simplement au travers de notre scan de vulnérabilité. Vous le savez potentiellement, peut-être. On met à disposition de nos assurés des outils pour se sécuriser et surtout pour identifier les vulnérabilités sur leur système d'information. Eh bien, ce sont ces outils-là et tout le service que l'on assure derrière pour les aider à mettre en place les correctifs de sécurité qui permet de réduire la proportion d'attaques venant du canal technique. Donc, on voit qu'on a du travail à faire sur le canal humain. Voilà, je trouve que c'est toujours un élément assez intéressant comme une statistique très intéressante. Je peux en dire un mot si tu veux, Vincent, et puis je te laisserai ensuite parler des prévisions. On a eu des questions notamment tout à l'heure sur le contexte géopolitique et comment est-ce qu'il peut impacter les sinistres. Mais il nous reste 6 minutes juste pour dire que on a cette plateforme de prévention Stoic Protect qui est à disposition de nos assurés. Vous le savez, vous en avez déjà fait usage, j'espère, j'imagine. Et que notre seul intérêt de cette plateforme, c'est d'aider à réduire la fréquence des sinistres, notamment, et évidemment la sévérité aussi
puisque ça nous permettra d'intervenir plus vite s'il y a des incidents pour certains des outils. Et qu'une des manières dont on fait en sorte que nos courtiers partenaires aient envie de pousser l'usage de cette plateforme, sur lequel nous, il n'y a pas de gain économique parce qu'on ne le vend pas, c'est la réduction de la franchise. Nos assurés, vos assurés qui utilisent les outils à leur disposition auront une réduction de franchise de 25% en cas d'incident. C'est un incentive positif plutôt que de mettre une menace. C'est ce qu'on veut faire pour inciter à utiliser cette plateforme que nos développeurs ont développée, mettent à jour, améliorent en permanence, avec pour seul objectif d'aligner les intérêts entre l'assuré et nous, ou de montrer que nos intérêts sont alignés. Moins ils ont de sinistres, plus tout le monde se porte bien. Plus je peux dormir la nuit. Si j'avance effectivement sur nos prévisions pour l'année 2025 qui est déjà un petit peu commencée, évidemment la montée des risques systémiques, ça ne va clairement pas s'arrêter. On a vu les raisons tout à l'heure. Quand un attaquant compromet une première organisation, il peut très facilement, ce qu'on appelle nous dans notre jargon technique, se latéraliser. Donc c'est-à-dire il va aller sur les systèmes d'information de ses clients, des partenaires, de la victime initiale. Et ça, on le voit de plus en plus. On n'est plus un attaquant qui est isolé ou cantonné à sa première victime. Il cherche à faire des rebonds, ce qui va lui permettre de maximiser ses profits. Et donc, la montée des risques systémiques est toujours là, clairement. On le voit que ce sujet-là est extrêmement important pour tout le monde. Et d'un point de vue politique, on voit qu'on a un cadre réglementaire qui est clairement renforcé sur ce sujet-là. Vous avez peut-être entendu parler de NIS 2, de DORA, du Cyber Resilience Act. Bref, en Europe, on a de plus en plus de lois qui portent sur les sujets de cybersécurité. Et un élément commun à l'ensemble de ces nouvelles réglementations, c'est la sécurisation de la supply chain, donc de la chaîne d'approvisionnement des différents fournisseurs, des différents tiers, des différents partenaires qui apportent de la valeur à une organisation. Donc clairement, ces deux éléments ensemble, contexte réglementaire renforcé, montée des risques systémiques, ça va de pair et ça va continuer à se faire ressentir dans les années à venir. En ce qui concerne le contexte géopolitique, clairement, la grande crainte que l'on va avoir, alors on est dans une situation où il y a des conflits armés un petit peu partout dans le monde. Les conflits armés ont clairement leur pendant dans le cyberespace. On le voit depuis quelques années maintenant, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ça s'est d'abord passé dans le cyberespace. On a d'abord eu des cyberattaques sur les infrastructures critiques de l'Ukraine pour les perturber et pouvoir favoriser l'attaque militaire, l'attaque armée physique de la Russie. Et ça se produit désormais systématiquement dans tous les conflits que l'on peut avoir au monde. Ce qui se passe effectivement aujourd'hui, et je rebondis sur la question de tout à l'heure, entre les USA qui nous disent finalement la Russie maintenant ils sont plus très malveillants, donc arrêtez de les surveiller, arrêtez de traquer les attaquants russes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir moins de visibilité sur ce qui se fait côté Russie, parce que là les États-Unis étaient un formidable enquêteur sur les activités malveillantes que préparaient ou que réalisaient les équipes russophones. Donc, on va perdre clairement dans les mois et années à venir cette compréhension de la menace russe. On va la vivre, malheureusement, elle va être là, mais elle sera peut-être un peu plus difficile à anticiper et donc ce sera plus compliqué de pouvoir lutter contre cette menace-là. Donc ça, c'est un point important. Et ça veut dire que d'un point de vue européen, on a absolument besoin de se renforcer en capacité de renseignement sur la menace cyber. On a quelques petites organisations qui commencent à avoir des épaules assez solides. Mais voilà, il y a encore du travail à faire. Clairement, on n'a pas les moyens et les capacités de la NSA ou des autres services cyber américains qui, historiquement, pouvaient nous alimenter. Donc, c'est un vrai sujet d'intérêt pour les mois et années à venir. On va couper dans 1 minute, Vincent. On a l'habitude d'être très ponctuel chez Stoic. J'espère que vous en avez fait l'expérience. Je te laisse un mot de la fin ou une question de la fin si vous en avez, mais sur ça ou sur la prévention. Ouais, peut-être plutôt sur la prévention, parce que l'IA, ça reste très très mineur et on pourra en revenir si d'autres personnes ont des questions par la suite. Mais conseil de prévention, évidemment, assurez-vous et faites assurer vos clients, évident. Et surtout, la cybersécurité, c'est un travail collectif. On ne fait pas de la cybersécurité dans son coin,
on la partage, on en parle ensemble, on se challenge. Et je pense que c'est également ce qui est très important, et c'est la plupart de nos assurés, c'est ce qu'ils viennent chercher également chez nous, c'est ce côté conseil. On va aider nos assurés. Quand on signe un contrat, c'est pas juste un contrat papier. On les aide à s'améliorer dans le temps, et nous, c'est un vrai enjeu d'accompagner nos assurés dans leur montée en compétences et leur montée en maturité cybersécurité. Et c'était le mot de la fin. Vincent, il est 12h. Merci à tous. Le support vous sera envoyé au même titre que votre attestation DDA pour avoir participé 1 heure à ce webinaire. Je vous remercie. On est à votre disposition, évidemment, avec Vincent, s'il y a des questions complémentaires que vous voulez aborder avec nous ou avec toutes les équipes qui sont à votre disposition en France. On fera un point spécial sur l'IA, parce que le prochain webinaire, d'ailleurs pour vous Loïc, qui posait une question, est sur le MDR. Donc on va pouvoir traiter toutes les questions là-dessus. Et je vous remercie encore pour votre attention tout au long de ce webinaire. On était plus de 300 personnes actives. Ça commence à faire du monde. Merci encore.